ses jardins immenses, ses dorures, ses miroirs, le centre du monde au XVIIe siècle. Et au cœur de ce centre, un homme, le roi Soleil, Louis XIV. Autour de lui, comme des planètes en orbite, gravite une foule de nobles, les ducs, les marquis, les comtes. Ils se pressent pour assister au lever du roi, pour lui tendre sa chemise, pour obtenir un regard, un sourire. Pour nous, cette vie de cour peut sembler ridicule, futile, un théâtre de l'étiquette absurde et contraignant. Mais si cette organisation millimétrée n'était pas juste un caprice de monarque, si elle était en réalité une immense machine sociale conçue pour pacifier les guerriers les plus féroces d'Europe, et si, en observant cette cage dorée, on pouvait comprendre comment nos propres émotions, notre propre sensibilité se sont formées. C'est l'aventure historique et psychologique monumentale que nous propose notre guide du jour, le sociologue allemand Norbert Elias, dans son œuvre magistrale « La société de cour ». Pour comprendre l'exploit d'Elias, il faut remonter le temps. Avant Louis XIV, la noblesse française est une caste de guerriers. Des seigneurs violents, impulsifs, qui règnent sur leurs terres par l'épée, se font la guerre entre eux et défient constamment le pouvoir du roi. Leur honneur se mesure à leur bravoure au combat. L'idée de génie de la monarchie absolue, et de Louis XIV en particulier, va être de les désarmer, non pas par la force, mais par la séduction et la dépendance. Il les attire à la cour, à Versailles. Il les coupe de leurs terres, leur seule source de pouvoir autonome. Et là, il les enferme dans un nouveau jeu, un jeu où les règles ont radicalement changé. À la cour, l'épée ne sert plus à rien. L'arme principale devient l'étiquette, la maîtrise de soi. La capacité à déchiffrer les intentions de ses rivaux dans un demi-sourire, à placer une remarque subtilement assassine, à ne jamais laisser paraître ses émotions brutes. La violence physique est remplacée par la violence psychologique. Le guerrier impulsif doit devenir un courtisan calculateur. Elias nous montre que l'étiquette n'est pas un simple code de bonne manière. C'est un instrument de pouvoir. Chaque geste, la profondeur d'une révérence, le droit de s'asseoir ou de rester debout, le privilège de parler au roi, est une mesure précise de votre rang, de votre prestige. La vie à la cour est une lutte de tous les instants pour maintenir sa position et, si possible, grimper dans la hiérarchie. Et au centre de cette toile d'araignée, il y a le roi. Il est le maître du jeu, le grand distributeur de prestige. Il maintient un équilibre précaire entre les différentes factions de nobles, s'assurant que personne ne devienne jamais assez puissant pour le menacer. Il les a domestiqués. Il a transformé des lions en caniches savants. Mais l'aventure d'Elias ne s'arrête pas là. Car ce qui se passe à Versailles va avoir des conséquences sur toute la société et jusqu'à nous. Ce contrôle permanent de soi, cet autocontrôle exigé à la cour, va lentement se diffuser dans les autres couches de la société. C'est ce que Elias appelle le processus de civilisation. Les manières de table, l'usage du mouchoir, le fait de ne pas cracher par terre, toutes ces choses qui nous semblent naturelles aujourd'hui sont en fait le produit d'une longue histoire. Elles sont nées de cette nécessité de maîtriser ses pulsions, de raffiner ses comportements pour se distinguer socialement. La cage psychologique du courtisan est devenue, sous une forme adoucie, notre propre conscience. Nous avons intériorisé le regard des autres. Lire La société de cour, c'est donc faire un voyage extraordinaire. C'est comprendre que la politique, la psychologie et les manières de table sont intimement liées. Elias nous a offert une fresque magnifique qui relie la structure d'un État à la structure de nos émotions. Il a montré que même nos sentiments les plus intimes ont une histoire sociale. Après avoir exploré avec Elias le lent et patient processus de domestication des élites sur plusieurs siècles, notre prochain épisode nous plongera dans une temporalité radicalement différente. Le chaos, la rupture, la révolution. Nous quittons les salons feuteux de Versailles pour les rues agitées de Paris au XIXe siècle. Notre guide sera Karl Marx, qui, dans son pamphlet fulgurant « Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte », analyse à chaud un coup d'État. Nous verrons comment, selon lui, l'histoire se répète, la première comme une tragédie, la seconde comme une farce. Et comment la lutte des classes peut accoucher des leaders les plus inattendus.
D'ici là, où que vous soyez, rappelez-vous que même vos gestes les plus simples ont une histoire complexe. Et surtout, restez curieux.